Aujourd'hui, on la retrouve pas mal enseignée en naturopathie, puisque c'est une spécificité qui peut être choisie dans le cursus ou non. Donc, l'iridologie, ça sert à quoi? Ça sert donc à reconnaître les forces et les faiblesses de l'organisme. Ces forces et faiblesses peuvent être de nature héréditaire, donc de manière génétique, ou alors due à l'hygiène de vie qu'a eu la personne au cours de sa vie. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des signes qui vont apparaître dans l'iris, alors que la personne ne va pas encore avoir de symptômes. Et donc, des fois, ça permet de prendre les devants en termes de santé sur certains déboires qui se préparent dans l'organisme, mais qui sont encore invisibles ou qui ne se ressentent pas encore dans le corps. Alors moi, qu'est-ce qui m'a mené à l'iridologie? C'est une expérience un peu hors norme, c'est-à-dire que j'étais en semaine de thérapie de nettoyage de mémoire de stress, de nettoyage de mémoire cellulaire, et une nuit, donc je vais dans la salle de bain, et puis là je me regarde dans le miroir, et stupéfaction, j'avais du bleu turquoise dans mon iris droit, notamment dans la zone du bassin, et là je me dis c'est quoi ce délire? Donc j'étais un peu tremblante entre peur et surprise, et donc je retourne me coucher. Le lendemain, dès le réveil, je retourne voir, et en fait la couleur s'était déjà estompée, donc ça a commencé à amorcer des questions à l'intérieur, me dire mais qu'est-ce qui se passe quoi? Donc j'en parle à mon thérapeute, et lui il connaissait l'iridologie, donc il m'apporte ce terme, et c'est comme ça que plus tard j'ai mis le pied à l'étrier et que j'ai commencé à faire mes recherches, commencé à suivre des formations, me former, etc. Il faut savoir que l'iridologie est une science qui a été pas mal controversée. Pourquoi? Puisqu'elle était de nature empirique. En effet, au début, il y avait tout à créer. Et donc, c'est par l'accumulation des données qui ont pu être récoltées, par le fruit de nombreuses heures de travail par de plusieurs iridologues, que les cartes se sont affinées, etc. Il existe plusieurs courants d'iridologie. Moi, je me rattache au courant américain que je vais expliquer au fur et à mesure de la conférence. Voilà pour la petite introduction. Alors je vous ai remis une petite représentation d'Hippocrate, puisque bien sûr les fondements de la naturopathie se reposent sur les fondements hippocratiques. Et Hippocrate est celui qui a apporté la notion de terrain en parlant d'organisme. Et donc c'est lui qui exprimait le fait qu'il existe plusieurs tempéraments qui vont influencer le fonctionnement de l'organisme ainsi que la psyché de l'homme. C'est-à-dire que il voulait amener l'idée que chaque traitement ne correspondrait pour chacune des personnes, qu'il y a une individualité qu'il faut prendre en compte. Il disait aussi donc que la santé se mérite, se gagne et se défend jour après jour par des méthodes prévues par la nature. Donc il a apporté toutes ces notions d'hygiénisme et il prônait le fait de prévenir plutôt que de guérir, et donc de prendre en main sa santé, ce que permet évidemment l'iridologie. Donc il disait aussi que tels sont les yeux, tel est le corps. Alors là, on fait un petit bond dans le temps, on arrive donc au XVIIIe siècle, donc où Ignace van Pexley, il est encore jeune, il a une dizaine d'années, il va tomber sur un hibou, et puis un hibou blessé. Donc il va recueillir l'oiseau, le recueillir chez lui pour le soigner. Et là, il se surprend à voir, donc le hibou a une patte blessée, il se surprend à voir un signe dans l'œil correspondant au côté de la lésion. C'est donc ce qui va l'amener à des réflexions, à savoir est-ce qu'il existe corrélation entre signes dans l'œil et lésion organique ou quelque chose qui se passe dans le corps. Donc il est devenu homéopathe, il avait pas mal de clients et il a eu pas mal de résultats. C'est pourquoi l'iridologie, à partir de Ignace, a connu un essor assez rapidement, où pas mal de personnes ont commencé à chercher, parce que donc encore tout était à créer, bien sûr,
Donc lui, au fil de sa carrière, il a pu créer la première carte. Quand on voit ici, on voit qu'il y a encore pas mal d'espace vide, mais cette carte reste encore les fondements de ce qu'on utilise aujourd'hui. Je vous ai mis une représentation de Bernard Jensen. Bernard Jensen est le pionnier américain de l'iridologie moderne, donc l'école, le courant que je suis. Au fil de sa carrière, il a eu l'occasion de voir plus de 300 000 paires d'yeux, donc ce qui a permis vraiment d'affiner les recherches, le travail, etc. Il avait bien sûr plein de collaborateurs avec qui il travaillait. Et sa spécificité donc, du courant, de ce qu'il a apporté, c'est que pour lui, il n'existait que deux catégories de paires d'yeux, bleu et marron. Et à part vraiment les exceptions où on peut retrouver des yeux verts qui sont vraiment génétiquement verts, mais ce qui est vraiment assez rare, puisque la plupart des yeux verts que l'on retrouve chez les personnes ne sont que des histoires de soit hyperpigmentation, donc des voiles qui viennent se superposer sur la couleur initiale de l'œil, ou inversement des pigmentations, donc les couleurs, la densité de l'œil qui s'efface et qui s'amenuise, qui s'efface, puisqu'il y a carence au sein de l'organisme, entre autres, et affaiblissement de la zone concernée. Alors, je vous ai mis quelques représentations de cartes. Donc ici, j'en ai mis une imagée d'un iridologue français, Léon Vanier. Pour aborder les cartes, je voulais expliquer que donc on met toujours l'œil droit à gauche et l'œil gauche à droite, comme si la personne se trouvait en face de nous. Et imaginez que chaque iris est représenté sur une page de livre. Et bien, si nous refermons le livre, eh bien, certaines parties vont matcher les unes avec les autres. Ça correspondra à la localité, par exemple, du poumon ici, où ça va être à l'extérieur. Eh bien, ça va se retrouver à l'extérieur de l'autre côté. Donc, les iris sont en miroir, de gauche et de droite. Donc, on voit sur cette carte bien qu'est représentée donc la zone intestinale au centre de l'œil et qu'on va retrouver différents organes sensoriels ou organes tels que le cerveau, l'œil, la thyroïde, etc., les reins qui suivent. Donc cette carte est assez explicative puisqu'elle est imagée. Ensuite, je voulais aussi parler d'une autre carte, celle de Gilbert Josas, un autre iridologue français. Donc lui, il a eu une approche un peu différente puisqu'il voulait se baser sur une logique comme quoi, vu qu'on vient de la nature, forcément, pour comprendre l'humain, il faut s'insérer dans la nature et ne pas oublier le lien qui existe entre le microcosme et le macrocosme. Et donc il a retrouvé des traces écrites d'un certain Libra qui avait déjà représenté l'humain enroulé dans un cadran astrologique. Et donc il a eu l'idée de mettre pareil au niveau de sa carte, d'enrouler l'homme. Et ce qui est intéressant, c'est que la plupart des localités des différents organes corroborent avec les autres cartes. Il y a juste la zone intestinale qui, plutôt qu'être au centre de l'œil, va se retrouver en bas. Ensuite, ici, nous avons une carte bien plus précise. Et donc, c'est celle de David Pesseg, le dernier pionnier américain, donc, qui a travaillé avec Bernard Jensen et qui a repris la suite. Donc, ici, on voit vraiment que c'est assez spécifique et complexe de lire l'iris. Et ce que je voulais vous amener à voir sur cette image, c'est le fait qu'il y a deux types de divisions iriennes. Donc, vous pouvez remarquer qu'il y a différents cercles ainsi que différents secteurs. Donc, parlons maintenant de la division en secteurs. Donc, pour se repérer avec les personnes, on va parler d'un signe qui se trouve à 3 heures sur l'œil droit ou inversement à 5 heures sur l'œil gauche, etc. Ça permet juste de pouvoir bien se situer.
Et donc, on va retrouver les différents organes en parlant avec ces termes-là. Ensuite, avec la deuxième division en cercle, ici, ça nous permet de savoir de quel système organique nous parlons. À savoir qu'au centre, au niveau de la pupille, eh bien, il peut parfois apparaître un ourlet qui représente donc l'état du système nerveux autonome, notamment le système parasympathique, donc le système nerveux de la détente, qui permet le sommeil, etc., la réparation du corps et la digestion. Ensuite, nous avons le cercle qui représente le cercle de l'estomac. Ensuite, le cercle des intestins. La zone centrale, moi je l'appelle zone gastro-intestinale. Ensuite, nous avons une ligne proéminente de l'iris qui va séparer cette zone centrale de la zone extérieure, que vous verrez un peu plus loin, qu'on appelle la collerette et qui représente le système antagoniste du parasympathique, donc le système sympathique. Accolé à ce cercle, nous voyons donc la zone qui correspond aux glandes endocrines, où nous allons retrouver les glandes surrénales, l'hypophyse, etc., la thyroïde, le pancréas, etc. Ensuite, nous retrouverons la zone organique. Et enfin, à l'extérieur, nous retrouvons la zone de la peau, la zone des émonctoires et de la petite circulation, c'est-à-dire la circulation des capillaires, des petits vaisseaux. Donc, quel est le rôle de l'iridologie? J'ai déjà introduit tout à l'heure, c'est de connaître les forces et faiblesses de l'organisme, de savoir l'état de santé à l'instant T, l'état du terrain, la force vitale, donc, et surtout connaître les carences du corps, les zones qui vont être acidifiées et l'état de toxémie, d'intoxication, d'intoxination, on parle d'ailleurs en naturopathie iridologie, du corps. Les yeux, donc, sont reliés évidemment au système nerveux central par énormément de fibres et à l'ensemble du corps par... il y a en fait, on compte à 25 000 à 28 000 de terminaisons nerveuses qui aboutissent dans l'œil. Et donc, dans le corps, les fibres nerveuses sont reliées à une centaine de cellules, quelques centaines, alors que dans les yeux, elles ne sont reliées qu'à 2-3 cellules. Ce qui va rendre compte de la précision des données que l'on récolte, puisque les données qu'on récolte sont évidemment des informations qui rendent compte de l'état nerveux de l'ensemble du corps, que ce soit les tissus, les organes, etc. Donc je voulais juste rappeler que oui, c'est comme dans les pieds ou dans les oreilles, on retrouve donc l'ensemble du corps par projection réflexe dans l'œil. C'est juste pour faire une petite aparté. Maintenant, rentrons dans le cœur du sujet. Donc, comme j'ai déjà introduit, il y a la zone centrale que j'appelle zone gastro-intestinale et la zone extérieure, la zone ciliaire. Et la ligne dont je parlais tout à l'heure, la collerette, ça va être cet anneau qui ici est plutôt étoilé, mais que dans un monde utopique où tout irait bien, chez chacun des humains, ça devrait être un rond parfait. Évidemment, ce n'est jamais le cas sur Terre aujourd'hui. Donc ici, vous avez une autre présentation imagée. Alors dans l'œil, nous avons deux muscles antagonistes, le muscle qui va dilater la pupille et l'autre qui va contracter la pupille. Donc celui qui dilate est relié au système nerveux sympathique pour être à l'affût du danger ou pouvoir répondre à l'environnement. Et à l'inverse, l'autre est relié au système parasympathique. Par-dessus ces muscles, on a donc un tissu conjonctif qu'on va appeler le stroma aérien ou trame aérienne. C'est donc la zone colorée de l'œil que l'on voit en fait sur les photos, sur les dessins, etc. Puisque c'est dans ce tissu conjonctif qu'on retrouve les cellules pigmentées de l'œil. Et c'est donc dans ce stroma que nous allons pouvoir lire l'ensemble des signes aériens. Est-ce que vous saviez que l'iris n'est pas plat?
Eh bien, l'iris, donc ici c'est une représentation numérique en 3D, eh bien c'est un peu donc comme un volcan. De l'extérieur, on va monter vers la crête, la collerette, pour replonger vers la pupille. Donc on a une certaine angulation qui peut être plus ou moins exagérée, voire ne plus exister et être totalement aplatie. En fonction de ces informations, on va pouvoir savoir si la personne est plutôt en état de dépression ou alors plutôt en hyperexcitabilité nerveuse et bien d'autres choses encore. Donc là, je vous ai mis un petit rappel dessiné. Donc, dans le stroma qui est situé en haut, hop, nous avons donc la collerette, la partie supérieure, la pupille, la partie inférieure. Et donc, dans ce stroma, on va pouvoir retrouver des signes en plus qu'on appelle ou des signes en moins. Les signes en plus, ça va faire une sorte d'accumulation de matière ou donc ça va nous témoigner d'un état inflammatoire chez la personne dans la localité où se retrouvent ces zones en plus. Et à l'inverse, nous allons retrouver des signes en moins qui vont plus ou moins creuser ce stroma. Donc il y a plusieurs étapes où le signe va être plus ancré et va montrer la dégénérescence plus ou moins importante de l'organe concerné. Donc là, c'était juste un rappel. J'ai déjà dit, les signes peuvent soit être apparents déjà chez une jeune personne, donc un bébé par exemple de 6 et 8 mois, et vont là témoigner de prédisposition héréditaire à développer une maladie dans une zone. Par exemple, ici, nous avons 2 pétales ici. Si ces pétales étaient déjà présentes chez la personne à 6-8 mois, ça témoignerait donc de prédisposition héréditaire à avoir des faiblesses cardiaques, par exemple. Alors que si c'est arrivé plus tard dans sa vie, ça peut être lié à par exemple, je ne sais pas, la prise de stupéfiants ou alors le fait de vivre une vie déchaînée qui aurait pu créer ces pétales au cours de sa vie, ce qui serait plutôt lié à une maladie accidentelle si plus tard ça se dégradait, alors que si c'était donc déjà là quand il était petit la personne, eh bien ce serait plutôt lié à l'hérédité. Donc tout à l'heure je vous exprimais le fait que dans mon école on considère qu'il y a 2 types de couleurs d'yeux. Donc ici, je vous ai représenté le stroma dont je parle depuis tout à l'heure, qu'on appelle aussi tramérienne, qui va nous permettre d'évaluer la force vitale de la personne. Donc ici, on voit bien que sur les deux yeux, ce tissu est sain, harmonieux, il n'y a pas de trous, tout est unifié, si vous voulez. À présent, je vais vous montrer une deuxième image, où on va voir qu'il y a pas mal de différences. Donc là encore, un bébé pourrait déjà naître avec ce type d'iris, hein. Donc ce serait vraiment héréditairement, il aurait plus de fragilité. Donc ça pourrait s'expliquer par exemple si on compare 2 personnes qui mènent la même vie avec une hygiène similaire, et bien quelqu'un qui aura à la base un iris de ce type, s'il tombe malade et qu'ils ont la même maladie, celui-ci va mettre beaucoup plus de temps, voire ne pas réussir à récupérer, alors que sur l'image précédente, je ne sais pas si je peux retourner, et bien lui, quelques jours après, hop, ça repartirait, il retrouverait la santé, il n'y a pas de souci, la vie continue. Donc on ne naît pas tous avec les mêmes capacités à surmonter la maladie ou autre. Donc maintenant, je voudrais parler un petit peu de la pupille. La pupille est un indicateur notamment de la capacité de l'organisme à gérer le stress, puisque, donc évidemment, le stress, normalement, il est censé être au service de la vie pour perpétuer l'espèce. Il y a très longtemps, ça servait de pouvoir répondre pour survivre face à un danger, sauf que aujourd'hui, le stress est permanent et nous sommes toujours soumis à des pressions multiples, pressions psychiques et bien d'autres encore. Ce qui fait que souvent,
l'organisme finit par entrer en réaction permanente au stress. C'est ce qui peut, par exemple, expliquer les nombreux burn-out qui se trouvent sur Terre aujourd'hui, puisque le corps, il lutte, il continue, et puis d'un coup, il s'effondre, puisqu'il n'a plus de ressources pour tenir. Donc je vais exprimer un peu plus loin. Voilà. Donc ici, nous avons une pupille dilatée et contractée. Une pupille de taille normale, elle fait 1/3 de l'iris. Bien sûr, elle varie en fonction de la luminosité, entre autres, et du stress. Une pupille normale s'adapte à l'environnement. Ici, nous sommes dans des cas où le corps n'est plus apte à s'adapter à l'environnement. Donc soit la pupille reste dilatée en mydriase, et donc là, c'est le système sympathique qui est toujours prépondérant et actif à fond pour répondre à l'environnement. Et ensuite, donc le corps, quand il ne s'adapte plus à l'environnement, il passe toujours par cette étape de pupille dilatée. Et c'est seulement ensuite, quand le corps il a tellement lutté qu'il n'a plus assez de ressources, que ça va basculer et donc que la pupille, à l'inverse, elle va rester contractée. À savoir que quand on a une personne en état de mydriase ou de myosis, bien sûr, en fonction de la luminosité ou autre, il va avoir une petite, plus ou moins, adaptabilité à la lumière en fonction du degré de la personne, enfin de l'atteinte de la personne. Mais bien que, par exemple, quelqu'un en état de mydriase, bien que la pupille varie un peu, elle sera toujours au plus qu'une taille normale de pupille, quoi. Et à l'inverse, en état de myosis. Nous avons aussi, donc ici, sur l'image, des arcs de cercle ici qui sont témoins de l'état de stress de l'organisme. Ils apparaissent d'ailleurs, normalement toujours, en amont quand la personne est en état de mydriase et peuvent donc prévenir l'épuisement nerveux, puisque quelqu'un qui se retrouve avec un iris comme ça, c'est quelqu'un qui a passé le cap de l'épuisement nerveux. Nous sommes beaucoup à subir cela sans forcément en avoir conscience. Mais j'aimerais ouvrir des portes sur autre chose aussi, puisque les iridologues des années 1950 constataient que de plus en plus de personnes avaient des arcs de cercle, puisque au 19e siècle, ça n'existait pas. Il y avait quasi personne qui avait ce genre de signe. Donc au début, ils se demandaient qu'est-ce que ça voulait dire. Alors qu'aujourd'hui, malheureusement, on va retrouver ce type de signe chez pas mal d'enfants. Donc, à savoir, enfin, ça pourrait mener à se poser des questions. Est-ce que les organismes des enfants naissent déjà stressés ou subissent déjà tous les stress des parents, etc. Ou alors est-ce qu'il y aurait une hérédité qui apparaîtrait par rapport à ça? Le discours reste ouvert puisque c'est pas encore prouvé, mais moi je pense, pour moi, que c'est quand même lié à l'organisme qui naît, qui arrive dans ce monde et qui est déjà très stressé, notamment par l'environnement, donc ce que vivent les parents, mais aussi les ondes, etc. Puisque il faut reconnaître que ce n'est pas anodin de vivre dans un monde où il y a plein d'ondes partout, et que ça a une incidence sur le système nerveux, bien que tout le monde mette ça de côté et qu'on ne veuille pas le reconnaître. Alors maintenant, je vais parler un petit peu de certains signes-riens. Donc ici, je vais parler donc des pétales que l'on voit un peu partout, qu'on va donner différents noms par rapport à l'importance du signe ou pas. Donc il y a lacune, vacuole, crypte, enfin bon. En gros, c'est tout à l'heure quand je parlais du stroma aérien que je disais qu'il y avait différents degrés. C'est que, par exemple ici, on a un signe qui commence à apparaître mais qui est presque invisible. Donc c'est une indication que ça commence à s'affaiblir mais que le signe n'est pas encore inscrit. Alors que ici, par exemple, où c'est bien noir, on va voir que le stroma est bien plus creusé. Et des fois, donc on ne le voit pas bien sur l'image ici, mais on va même pouvoir voir la couleur du tissu postérieur derrière le stroma aérien, si vous voulez. Donc l'épithélium postérieur.
À présent, je voulais vous parler de ce qu'on appelle les radis solaris, qui sont donc des fentes qui viennent creuser l'iris. Donc ce sont comme des cicatrices, puisque ces signes ne vont rester à vie. Le signe précédent, si le corps se répare, on peut voir des fibres se reconstruire, tandis qu'ici, quoi que vous fassiez, ça restera, ça fait partie de l'identité de la personne, une fois que c'est apparu. Donc, ces fentes, elles apparaissent avec un choc traumatique. Bon, ça peut être, sans que ce soit vraiment traumatique pour un parent, ça peut être juste l'enfant, on l'a abandonné juste pour lui faire peur et qu'il arrête ses bêtises. Bah, si ça génère un surplein d'émotions, bah, ça pourrait être la cause d'apparition, par exemple, d'un radis solari. Puisque donc les radis solaris sont reliés vraiment au stress, et en fait ils apparaissent toujours dans la zone, donc ils partent de la zone gastro-intestinale et apparaissent toujours dans la zone cérébrale, donc à midi en haut, ce qui nous rappelle le lien qui existe entre donc, le cerveau du haut et le cerveau du bas, et qu'en embryologie, le bébé se développe avec donc, le pôle neural et le pôle des intestins, l'intestin primordial où se développent les organes autour. Sur cette diaporama, je voulais vous représenter, ce n'est pas les mêmes yeux, mais je voulais représenter l'apparition de filtres progressifs qui masquent progressivement la couleur initiale de l'œil. C'est-à-dire que ici à l'œil nu, on croirait que c'est un œil bleu, alors qu'à l'opposé, ici à l'œil nu, on penserait que c'est un œil marron. Ici, la couleur est un peu modifiée, mais on voit pas mal de blanc partout, donc c'est un corps où l'ensemble du corps, l'ensemble des tissus sont en état d'inflammation accrue. Et je voudrais juste faire remarquer que la zone qui va se colorer en premier, c'est encore et toujours la zone gastro-intestinale, puisque c'est ici que les toxines, l'ensemble de l'intoxination, des toxines liées notamment à l'alimentation, vont partir et après, au fur et à mesure, passer la barrière intestinale qui donc ici, dans l'iris, est représentée par la collerette, la ligne, et qui après va venir se diffuser progressivement dans l'œil. Donc, nous savons tous que nous avons besoin d'acide pour que le corps fonctionne. Et ce qui est intéressant, c'est que dans l'œil, on va pouvoir constater la présence anormale d'acide dans le corps de la personne, ou la prédisposition à avoir des faiblesses, notamment donc, dans certains métabolismes ensuite. Donc, est-ce que quelqu'un a déjà, par exemple, été sujet à la porosité intestinale ou que sais-je encore ? Bon, ça va au moins vous parler alors. Et bien, par exemple, on peut constater la présence d'acide oxalique par une couleur qui vient se mettre qui part toujours de la pupille dans la zone gastro-intestinale, qui va se colorer toujours entre le marron, jaune paille. En fait, la couleur, les pigments vont se modifier un petit peu puisque ça dépend des acides et du microbiote de la personne. Donc, chez chaque personne, ça peut varier un petit peu, mais généralement, ça reste plutôt du marron, bien que ça puisse être un petit peu plus clair. Donc, l'acide oxalique, eh bien, il est lié notamment aux glucides que l'on va absorber, et quand on mange une quantité bien trop importante de glucides, eh bien, le corps, au bout d'un moment, il ne sait plus quoi en faire et il se met en grève. Alors là, après, eh bien, comme le corps n'arrive plus à évacuer le trop-plein d'acide oxalique, eh bien, ça crée une fermentation dans l'intestin. Et ensuite, eh bien, cette fermentation eh bien, va créer de l'acidité, va venir ronger donc, la paroi intestinale, et peu à peu, ça va faire des trous et ça va ouvrir la porte aux déchets dans le sang, etc., puisque la barrière intestinale est percée, et donc tout peut passer directement dans le sang avant que ce soit bien dirigé par le corps. Ensuite, je voulais parler de l'acide chlorhydrique. L'acide chlorhydrique est donc fabriqué par l'estomac,
Donc, et l'estomac, le pH de l'acide de l'estomac se retrouve dans l'œil, puisque, tout à l'heure j'expliquais que le cercle de l'estomac se retrouve au centre ici, on le voit bien sur cette image. Et donc celui-ci apparaît seulement quand il y a des équilibres de cette acidité de l'estomac. Donc il va soit être plus clair ou plus foncé, parfois un peu rougeâtre aussi d'ailleurs. Et en fonction de sa couleur, ça nous indique s'il y a plutôt une hyper ou hypochloridrie. Je voudrais rappeler que donc le rôle de l'estomac est bien sûr de réduire le bol alimentaire donc, en bouillie, et donc afin que ensuite les acides aminés puissent être dispatchés dans le corps et qu'ensuite le corps puisse reconstruire les protéines au bon endroit au bon moment. Ensuite, nous avons l'acide pyruvique. Donc, l'acide pyruvique se retrouve aussi dans la zone gastro-intestinale, mais par lui, plutôt de la collerette. C'est-à-dire qu'ici, on voit toujours encore du bleu dans le centre, même si c'est pas très clair peut-être pour vous, mais en tout cas, on voit bien que c'est différent de l'acide oxalique tout à l'heure. Et en fait, donc cette collerette, normalement, elle est censée être fine un peu comme dans les ampoules, quand il y a des fils dans les ampoules, alors qu'ici, nous voyons bien qu'elle est épaisse et surchargée, même au niveau de la couleur, etc. Ce qui témoigne donc de la présence de cet acide. Je vais utiliser le tableau. Alors, donc, lorsqu'on mange des glucides, du glucose, on a une molécule de glucose qui va se scinder, donc, qui est composée de 6 carbones. Et ces 6 carbones vont se scinder en 2 molécules de 3 pyrulates. Enfin, c'est juste dans la chaîne d'assimilation du sucre. Pyrulate. 3P, hop. Et donc, lorsqu'on a une consommation bien trop importante de sucre, de glucides par rapport aux besoins du corps, eh bien, normalement, le corps s'est évacué pendant un certain temps, donc plus ou moins long en fonction du tempérament de la personne. Et ensuite, eh bien, ça va créer donc ces décharges d'acide dans le corps. Imaginez donc un circuit électrique. Donc il y a toujours une gaine qui va protéger le câble électrique, enfin la chaîne qui conduit l'électricité, quoi. Et bien donc dans le corps c'est pareil, au niveau des neurones, nous avons donc la gaine de myéline et l'acide pyruvique va se fixer au niveau de cette gaine de myéline, ce qui va faire comme analogiquement sur un circuit électrique, quand il y a un problème, et bien ça va court-circuiter le système. Ensuite, je voudrais parler d'un exemple qui m'est cher, vu que j'ai vécu un petit peu ce truc-là. Est-ce que quelqu'un a déjà entendu parler de dysbiose fongique ? Donc, une dysbiose fongique, c'est la présence anormale au niveau quantité ou de l'endroit où vont se situer bactéries ou champignons, enfin le pur dans le corps. Donc là, je pris l'exemple des candidats albicans, vu que moi j'ai vécu ce truc-là. Eh bien, en fait, c'est donc pour les candidats albicans, c'est normalement une levure qui a le rôle d'éboueur dans les intestins. Et lorsque le terrain est devenu trop acide à cause de notamment l'hygiène de vie de la personne, eh bien c'est la porte ouverte pour que le champignon mute et développe son mycélium et donc cherche à croître, puisqu'analogiquement comme dans la nature, on retrouve la relation champignon-arbre où le champignon va se nourrir des arbres, va prendre le sucre pour croître, et à l'inverse, les arbres vont lui donner ses minéraux. Donc il y a le même échange qui va se faire entre champignons et corps humain. Et donc là, vu qu'on lui a donné la porte ouverte à croître, après, lui, il va, plutôt que de rester normalement l'éboueur du corps humain, il va devenir
à l'inverse, crée énormément de pollution. Donc ici, on voit la représentation des yeux d'une personne à 3 ans d'intervalle, qui était bien infestée par les candidats albicans. Ils rejettent plus de 50 ou 60 substances toxiques dans le corps, c'est assez énorme. Et notamment de l'acide sulfurique qui se retrouve dans l'iris par cette couleur orangée que l'on trouve. Donc quelqu'un qui commence à être infesté, il va avoir juste une modification, une altération de la couleur dans la zone gastro-intestinale, et ensuite ça va se diffuser progressivement, comme j'essayais de vous montrer sur l'image où je montrais les voiles qui s'installaient progressivement tout à l'heure. On peut remarquer que c'est les mêmes yeux, puisque les cicatrices, les radis solaris, on les retrouve au même endroit en haut et en bas. Si ça vous intéresse, vous pouvez toujours faire un test chez vous à jeun soit dans une eau distillée ou une eau filtrée. Dans une eau du robinet, le résultat est moins probant. Si le crachat reste en surface au niveau des dysbioses fongiques, vous n'avez pas de risque. Ce n'est pas juste pour le candida albicans, c'est pour les dysbioses fongiques en général. Alors que s'il y a suspicion ou si vous êtes vraiment infesté, soit il y a des glaires qui vont descendre très rapidement, qui vont être plus ou moins chargées. À savoir que pour les femmes, c'est un peu plus complexe, puisque en fonction de la période du cycle, ça peut aussi moduler un peu le crachat. Et bien évidemment, pour être certain, il est toujours mieux de faire un vrai test urinaire dans un laboratoire prévu à cet effet. Donc en conclusion, je dirais que l'œil n'est pas seulement le miroir de l'âme, mais aussi celui du corps, comme disait Ignace van Pexlay. Et enfin, sur le salon, donc, je propose une prise de photo à 5 € ou possibilité de faire une amorce de bilan pour le prix de 25 € ou on peut prendre rendez-vous plus tard pour faire un vrai bilan qui dure 1 heure, donc je ne peux pas faire ici sur place. Ce qui est intéressant, même si on le fait à distance, une fois que j'ai vu la personne, j'ai pu prendre en photo ses yeux, j'ai pu la voir, comment elle se tient, etc. Et puis je peux voir aussi à l'œil nu, donc l'œil, l'ensemble, voir la réaction de la pupille à la lumière, etc. Donc voilà.